Bien à tous, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne matinée. Je vais un petit peu m'introduire. Je m'appelle Medj Xavier et je suis ambassadrice à Expérience Canada. Et je suis très excitée d'annoncer le webinaire d'aujourd'hui, la série Carrière d'Expérience Canada. Donc, la série sera diffusée en direct en ligne sur Zoom et Facebook Live de la page Expérience Canada. Bien que nous soyons à l'écoute de différentes régions du Canada, j'aimerais reconnaître que je suis actuellement située à Ottawa, qui est le territoire des peuples autochtones Anishinaabe. Avant de commencer, j'aimerais remercier notre partenaire, la Fondation RBC. Nous sommes très reconnaissants pour votre encouragement au dialogue constructif entre les jeunes de partout au Canada. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous serons avec des conférenciers experts afin d'aider les gens à atteindre leurs objectifs de carrière. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pourrez les inscrire dans la section QR ou sur le fil de Facebook en direct. Si le temps nous le permet, nous essayerons d'avoir autant de questions que possible pour s'assurer que la voix de tous soit entendue. Sinon, on enverra les questions aux intervenants après le webinaire et on publiera les réponses dans nos groupes de conversation et sur notre site Internet. Si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez lever la main sur Zoom ou envoyer un message à Alex. Cette présentation sera aussi enregistrée et accessible sur notre site web dans les prochains jours. Finalement, n'oubliez pas de rester courtois à chaque commentaire et question. Tout commentaire ou question inappropriée sera supprimé. Bien que ce webinaire soit ouvert à tous, le public cible comprend les jeunes de 12 à 18 ans. N'oubliez pas de consulter les ressources supplémentaires sur notre site web, y compris les informations sur les choix de carrière, les vlogs et les modules d'apprentissage en ligne. Le lien se retrouvera dans le chat. Et maintenant, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière Kim Charlebois, qui est conseillère et coach dans le domaine de la restauration chez restocoaching.com. Kim n'a jamais fait comme les autres et elle a toujours vu plus loin et plus grand que la majorité. Elle est d'ailleurs convaincue que c'est pour cette raison qu'elle réussit aussi bien dans toutes les sphères de sa vie. À 18 ans, elle était gestionnaire de restaurant qui obtient des recettes annuelles de 4 millions et elle avait 90 employés sous son aile. Elle a rapidement eu besoin davantage de défis et de liberté. Elle a donc décidé d'acheter son premier restaurant. Environ 2 ans plus tard, son deuxième et 7 mois plus tard, son troisième. Elle a entre-temps aussi fondé son propre business de coaching dans le domaine de la restauration. Bonjour Kim, je te laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup, c'est très gentil pour l'intro. Voici, je m'appelle Kim et puis elle a bien décrit mon parcours jusqu'à présent. J'ajouterais même un petit food truck de crème glacée à tout ça, il y a une fondation. Donc, oui, c'est possible de gérer des restaurants et plusieurs entreprises tout en ayant d'autres passions à côté et autres, ce que les gens ont tendance à oublier. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de 3 sujets en particulier. Donc, on va y aller sous 3 points. On a le premier point qui peut être comment créer une rétention au sein de ton équipe. C'est vraiment important. Il y a beaucoup de mouvements au niveau des employés en ce moment dans les entreprises et on a tendance à se focusser sur l'expérience client. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'expérience employée qui doit prédominer. Donc, je vous dirais, votre réputation d'employeur, donc votre marque employeur. La majorité des entrepreneurs négligent ce côté-là. Il faut comprendre que vos employés doivent devenir la prolongation de qui vous êtes. Donc, c'est important d'avoir au sein de votre entreprise des intégrations bien soutenues. Donc, je vous donne un exemple bien concret. Je vais passer quand même assez vite. On a peu de temps. C'est des trucs que je parle souvent dans des formations de 8 heures. Donc, prendre 8 heures par point puis le condenser en une dizaine de minutes, c'est tout un défi. Je continue. Donc, par exemple, souvent, les employés vont arriver dans une nouvelle entreprise et puis ils arrivent dans le restaurant. Je vais prendre les restaurants comme exemple. Vous comprendrez que c'est définitivement mon domaine. Donc, le nouvel employé rentre dans le restaurant par la porte principale, dit je commence aujourd'hui. L'hôtesse à l'accueil, OK, c'est quoi ton nom? Je ne sais pas, personne ne m'en a parlé. Écoute, assieds-toi là, ce ne sera pas long.
L'employé, il arrive déjà nerveux, stressé un peu du nouveau, le changement, c'est toujours un petit peu malaisant au début. Et puis, on ne sait même pas il est qui, qu'est-ce qu'il vient faire, etc. Donc, c'est important d'avoir des intégrations dignes de comment on accueillerait notre famille ou même nos clients. Donc, on l'accueille, on avise toute notre staff du nouvel employé, qu'on a pris le temps même de parler avec eux de quel type de personnalité d'employé on avait besoin au sein de notre équipe pour la compléter. Par la suite, tout le monde est au courant de sa venue. Il ne faut pas oublier que aussi pour les staffs qui sont déjà présents, c'est stressant un nouvel employé. On a l'impression qu'il vient peut-être prendre notre place ou autre, puis on peut se dire qu'est-ce qu'il vient faire ici? Donc, la communication, évidemment, c'est la base dans toutes les relations, mais aussi avec vos employés. Donc, c'est d'avoir une communication transparente, ouverte et aller vers eux, ne pas attendre qu'eux se posent des questions. Le bordel est déjà pogné. Donc, c'est vraiment d'accueillir la personne, tout le monde sait son nom déjà, la faire visiter, lui offrir un café, un verre d'eau, un breuvage quelconque, lui demander si elle a besoin d'aller à la salle de bain. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on arrive dans un nouvel emploi, des fois, on a envie d'aller à la toilette, on est un petit peu nerveux, on ne sait pas son où, on n'ose pas le demander. Donc, juste prendre le temps de bien l'accueillir, le faire sentir à l'aise, c'est vraiment une bonne façon de créer une rétention. C'est important aussi que nos employés sachent qu'est-ce qu'on attend d'eux. Donc, c'est quoi nos valeurs d'entreprise? C'est quoi notre vision? C'est quoi notre mission? Afin que ceux-ci puissent se reconnaître à l'intérieur et savoir quel rôle ils doivent jouer au sein de cette entreprise-là. On va toujours dire que c'est comme un petit carré de sable. Donc, on leur laisse une liberté dans le cadre qu'on leur a apporté. Donc, c'est important aussi d'avoir tous les outils nécessaires et d'être à l'écoute de ceux-ci. Je vois beaucoup d'employeurs qui sont frustrés d'un congé demandé. Sachez que l'employé aujourd'hui peut partir n'importe quand et se trouver une job dans les 15 minutes qui suivent. Donc, c'est simple pour lui de juste dire, je démissionne, j'ai mon congé, je vais ailleurs. Donc, c'est important d'être capable de les accommoder aussi à l'intérieur de ça, de les inclure, de leur demander leur opinion. La nouvelle génération, puis là, c'est à vous que je parle en ce moment, fait que j'espère que vous allez vous reconnaître dans ce que je dis. La nouvelle génération, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous faites les choses, de savoir que ça a son sens. Si ça n'a pas de sens, vous ne comprenez pas l'utilité de le faire. Donc, vous avez besoin d'apprendre. Vous aimez beaucoup apprendre, comprendre. Donc, c'est important, les nouveaux gestionnaires, on n'est plus des boss, on n'est plus des gestionnaires, on est des leaders et des coachs. Donc, avant tout, poser les bonnes questions à nos employés pour les amener à cheminer, élever autant dans leur vie personnelle que dans l'entreprise. Il y a la pyramide qu'on connaît bien, qui est les besoins de base. Les besoins de base de vos employés doivent être répondus avant qu'ils puissent arriver à l'autre étape, qui est les performances au sein de votre équipe. Je vais terminer là pour ce point-là. J'en aurai encore longtemps à dire, mais je pense qu'il y a déjà quelques petits trucs pour comprendre l'importance de l'expérience employée avant même l'expérience de vos clients, parce que c'est vos employés par la suite qui vont donner cette expérience-là aux clients et on prend par l'exemple. On ne fait pas souvent ce on nous dit de faire, on fait ce qu'on voit que nos supérieurs ou nos collègues font. Donc, si vous voulez que vos employés traitent vos clients d'une telle façon, vous devez, à prime abord, avant tout, les traiter de la même façon que vos attentes. Ensuite de ça, comment maximiser notre temps? Il y a plusieurs façons de maximiser notre temps. Je ne parlerai pas de maximiser le temps d'un serveur, exemple, mais plutôt d'une gestion d'entreprise. Pour maximiser la gestion d'entreprise, c'est important d'avoir les outils nécessaires, surtout au niveau de l'administration. Donc, avoir des programmes automatisés au niveau de vos envois courriels reçus, état de compte. C'est des choses qui vont vous permettre de sauver beaucoup de temps. Et on rentre dans une ère où avoir des employés, ça coûte cher et c'est difficile à obtenir et à garder dans les entreprises. Évidemment, quand on met des bonnes choses en place, ça optimise cette rétention-là, mais encore là, elle n'est pas 100% assurée. Donc, d'avoir des outils technologiques qu'on peut créer et mettre dans nos dépenses vont réduire nos trimestres de taxes, vont réduire aussi nos fins d'année fiscaux, donc tous les paiements qu'on doit payer à chaque année. Et du même coup, va nous faire sauver de l'argent et puis nous permettre d'avoir besoin d'un peu moins d'employés pour créer le même travail. L'autre point, c'est qu'en informatisant le tout, vous allez enlever beaucoup d'irritants au restant de vos employés et puis ça l'optimise leur travail. On a tendance à procrastiner les tâches qu'on aime moins. Fait qu'en éliminant les tâches qui peuvent s'avérer plus emmerdantes, l'employé peut être plus focus sur ce qu'il sait bien faire. Donc, c'est important de viser les forces de chacun, de les mettre à la bonne place, d'éliminer les irritants. Donc, là, vous comprendrez que
peu importe le point que je fais, je parle toujours de l'employé. Donc, il faut comprendre qu'à la base, c'est l'humain. On a tendance à mettre notre énergie sur tout le reste, mais c'est l'humain qui compte pour 70% de tout ça. Donc, il est derrière tout. Il revient, peu importe les étapes ou ce que vous faites. Maximiser aussi le temps, les horaires. Maximiser l'organisation, donc avoir les outils nécessaires en place pour sauver le plus de temps possible. Tout doit être pensé stratégiquement. La communication, avoir des meetings régulièrement pour communiquer où on en est avec chaque dossier, etc. Et pour garder un lien aussi au sein de l'entreprise, c'est important. Donc, ça, c'est des petits trucs rapides pour maximiser le temps. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais je vais m'arrêter à celui-ci aujourd'hui parce que je vois le temps qui file rapidement et je ne suis pas seule. Puis je vous le dis, je peux vous jaser ça un beau 2 heures bien rempli. Ensuite de ça, on a comment partir en affaires sans trop se mettre dans le trou. C'est pas évident de partir en affaires sans trop se mettre dans le trou. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important d'avoir aussi des dépenses de départ. Autrement, c'est au niveau des impôts, des taxes que vous allez vous faire ramasser, je vous le dis. Votre trimestre de taxes, vous n'avez pas de dépenses, puis vous avez des rentrées, c'est au gouvernement que vous allez donner votre argent. Donc, c'est de bien structurer ces dépenses, de mettre de l'avant nos investissements et non des dépenses inutiles. Là, je dis dépenses, mais en fait, c'est les investissements. Donc, comment bien identifier les dépenses versus l'investissement. Il y a des trucs souvent qui vont nous paraître aussi comme une dépense, comme exemple, une implantation de système automatisé. On va parler de 6 000 $. Sauf que si ça nous fait sauver 2 employés, au bout de l'année, on en a sauvé peut-être 30 000, 40 000. Donc, c'est d'être capable de voir que la dépense, elle a un gain. Puis elle a un gain dans un avenir quand même assez rapproché dans ce cas-ci. Donc, ça va devenir un investissement et non une dépense parce qu'on a un retour là-dessus. Et en plus, vous pouvez aller chercher des subventions et tout. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Subventions, si vous avez un commerce, un pied à terre, ça aussi, vous pouvez avoir des subventions des villes pour vos enseignes, etc. Donc, c'est d'être bien informé. Par chance, là, je me plug un peu en même temps. Resto Coaching fait tout ça pour les entreprises. Fait que quand on s'entoure des bonnes personnes, ça nous permet d'avoir un départ plus optimal et puis de mieux maximiser toutes nos opérations, que ce soit autant de l'administration, la gestion d'employés, la dépense ou même la création de votre entreprise. Et je prends un petit 2 minutes parce qu'il doit m'en rester une pour vous dire que c'est important d'avoir une image d'entreprise à prime abord avec vos valeurs, vos missions, de bien identifier ce que vous voulez dégager et quelle image vous voulez avoir, quelle clientèle vous voulez aller chercher afin de vous en aller dans une ligne directrice vers votre objectif et ne pas vous égarer d'un côté ou de l'autre. Il faut comprendre, le temps, c'est de l'argent. Vraiment beaucoup. Les gens ont tendance à vouloir faire les choses eux-mêmes pour sauver, mais finalement, ça leur coûte plus cher parce qu'ils ne mettent pas leur énergie où ils sont bons. Donc, c'est d'aller se compléter nos faiblesses avec les forces des autres. Je pense que je suis pas mal dans mon temps. Merci beaucoup, Kim. C'était vraiment, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ce que tu as partagé avec nous. J'aurais quelques questions pour toi aussi. Tu as parlé d'abord de l'expérience. Puis je me mets dans les bottes d'un adolescent, on va dire, de 15 ans. Puis je te demanderais peut-être quel genre d'expérience à mon âge je pourrais avoir pour commencer à partir ma compagnie. Expérience. Je pense que la première chose avant même l'expérience, c'est de savoir quelles sont vos passions, quelles sont vos forces innées à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous faites naturellement, sans effort? Puis prendre le temps de voir qui vous êtes, qui que vous voulez être et qu'est-ce que vous voulez que votre compagnie représente. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens vont moins acheter le produit, mais ils vont acheter les valeurs de l'entreprise et la personne derrière ça. Donc, avant tout, je crois que c'est de voir qui vous êtes. Et là, après ça, les connaissances, vous pourrez aller les chercher en fonction de ça un peu partout. On a beaucoup de webinaires à ce temps, il y a beaucoup de chaînes YouTube, etc., où vous pouvez aller chercher des connaissances sans avoir à aller à l'école, chercher un diplôme ou autre, ou encore du coaching. C'est très, très, très à la mode en 2022 et ça prend davantage d'expansion. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci beaucoup. Donc, maintenant, on va passer à notre deuxième conférencier, Luc Landy. Donc, depuis plus de 10 ans, Luc œuvre dans le monde de la post-production sonore pour la télé et le cinéma. Il a touché à plusieurs facettes dont le doublage, la narration, la surimpression et le bruitage, ainsi que le montage et le mix.
Depuis juillet 2021, il offre des services de montage et de mix du confort de son propre studio. Bonjour Luc, tu peux te présenter maintenant. Oui, bonjour. Oui, c'est ça, dans le fond, je suis technicien de son, plus spécifiquement en post-production. C'est un milieu dans lequel on parle pas tant, puis pourtant, si vous avez une chance de travailler dans le monde du son, c'est probablement la meilleure avenue. Euh, En gros, c'est quoi technicien de post-production? Règle générale, tu devrais travailler à l'intérieur d'un studio. Contrairement en production, si on prend les perchistes, par exemple, qui vont travailler sur des plateaux de tournage, nous, c'est vraiment en studio. Tu as t'as la facette enregistrement. Dans mon cas, moi, le studio où j'ai commencé à travailler il y a plusieurs années, c'est un studio qui œuvrait principalement, qui œuvre toujours principalement dans le doublage. Donc, doublage en français, doublage en anglais. Euh, donc, ça aussi, je vous avoue, ça, c'était une facette que je n'avais jamais pensé quand j'ai commencé à étudier pour devenir technicien de son. Mais bref, c'est ça. Tu as des facettes en studio, de doublage, la narration, pour les documentaires, la surimpression vocale. Il y a aussi de l'ADR. L'ADR, c'est quand tu remplaces du dialogue à l'intérieur d'un film. Mettons que tu as une scène avec un couple sur un banc de parc proche d'une fontaine. Ben, la fontaine fait du bruit. On ne veut pas avoir ça dans notre son, donc on refait tout le son. Euh, on peut enregistrer des voix originales pour des dessins animés, des trucs du genre. Tout ça fait partie du travail de post-production. Puis, c'est ça, je trouve important d'en parler parce que si vous commencez à vous intéresser au métier de technicien de son, vous allez beaucoup entendre parler de musique, ce qui est correct. Puis j'ai un background en musique. La majorité des techniciens avec qui j'ai travaillé ont aussi un background en musique. C'est ce qui c'est ce qui fait qu'on est intéressé au son en partant. On a une curiosité auditive. Sauf que la réalité est que c'est très, 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 très difficile de rentrer en musique en tant que technicien. Tu peux avoir des contacts peut-être pour faire de la scène, si tu es chanceux, peut-être en studio, mais c'est extrêmement difficile. Puis pourtant, la post-production à Montréal en particulier, il y a beaucoup, beaucoup de travail, que ce soit en studio pour la télé ou pour le film, que ce soit pour du jeu vidéo, que ce soit pour des séries web. Il y a énormément, énormément de travail disponible. Puis c'est pas juste à l'intérieur d'un studio comme tel, comme salarié, mais aussi en tant que pigiste. C'est des possibilités une fois que tu sors de l'école qui sont présentées à toi. Fait que c'est ça, en gros, dans le fond, mon parcours. Moi, j'ai commencé par la petite porte. Je suis rentré dans un studio qui s'appelait Audio Post-Production SPR. J'ai fait 9 mois à ce qu'ils appelle la salle des médias, où est-ce que j'avais à gérer du contenu visuel plus qu'autre chose. Je vous avoue, je capotais un peu parce que c'est pas du tout dans ça que j'avais étudié. Moi, je voulais travailler le son. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Mais petit peu par petit peu, il y a des techniciens qui sont partis. Donc, j'ai eu une opportunité, commencer de l'enregistrement. On commence avec des affaires plus simples, des petits doublages, des cartoons préscolaires. Là, ça, tu montes les grammes, tu finis par faire des séries dramatiques, des trucs du genre. On te fait confiance avec d'autres projets. Tantôt, quand je parlais de sessions d'ADR, les sessions d'ADR, à l'époque, c'était ce que tu pouvais te faire de plus gros, en fait, d'enregistrement parce que tu as beaucoup plus de matériel à gérer. Puis, tu es en session directe avec Londres ou avec Los Angeles ou avec. J'ai fait une session avec avec les Maldives. Fait que c'est vraiment. Ça devient vraiment international. Tu rencontres des vedettes internationales aussi en faisant cette portion-là du travail. Puis, c'est ça, c'est vraiment comme l'apogée de l'enregistrement que je pouvais faire. Mais moi, ce qui m'attirait aussi au niveau du son, c'était la portion créativité. Puis, en fait d'enregistrement, tu es un peu limité. Si tu deviens vraiment bon à enregistrer du bruitage, donc tous les footsteps, tous les bruits synchro qu'on va voir dans les émissions de télé, là, des tasses, des couteaux, des trucs du genre. Tu peux avoir une option un peu plus créative là-dessus à l'enregistrement, mais c'est très difficile. Puis malheureusement, c'est de quoi que je n'ai pas trop expérimenté. Donc, pour moi, la porte pour vraiment commencer à être plus créatif, c'était au niveau du mix. Parce que tu peux vraiment créer ton univers
à l'intérieur de l'émission. Tu peux vraiment aller, tu vas créer tes pièces, tu vas créer tout ton environnement. Puis, si tu as une chance de travailler sur des émissions ou des films qui sont montés en 5.1 ou en 7.1, ben là, tu viens de rajouter une troisième puis une quatrième dimension à ce que tu peux créer en fait de montage. Fait que, en gros, c'est pas mal ça la job de tech de post-production. Là, on passe au travail de tout, on mixe, on nivelle, on s'assure que tout sonne bien, que vous pouvez bien comprendre le dialogue, que la musique n'est pas trop forte, malgré le fait que les musiciens trouvent que la musique n'est jamais assez forte. Puis, c'est ça. En gros, c'est ça. Depuis juillet, dans le fond, j'ai parti mon propre petit studio dans le sous-sol, dans mon sous-sol. Puis depuis septembre, je suis à 100% à mon compte. Donc, c'est ça, une nouvelle aventure qui est toute jeune. Merci beaucoup, Luc. J'aurais une question pour toi, si ça ne te dérange pas. Tu as parlé du fait que c'était un peu plus difficile pour quelqu'un de rentrer en tant que technicien en musique. Est-ce que quelqu'un a un avantage pour toi? Regarde, on ne se le cache pas, peu importe le domaine, ça revient à une question de budget. Quand j'ai fini mon cours, j'ai été 1 an à peu près à vraiment chercher, puis être un peu fatiguant aux portes de différents studios, autant en musique qu'en post-production. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré le coordonnateur du studio Piccolo, qui est un des plus gros studios de musique à Montréal. Si Céline Dion est à Montréal, ben, elle va aller enregistrer au studio Piccolo. Puis, de la façon qui fonctionnait à cette époque-là, puis je suppose que ça n'a pas changé, c'est que s'il te trouve assez correct pour avoir une job là, ben, tu commences par te présenter le plus souvent possible, passer le balai, faire du café, mais tu n'es pas payé. Puis l'idée, c'est que tu montes assez de discipline et d'engouement que le jour où il y a une gig assez payante qui rentre, ben là, on va t'embarquer. Là, tu vas devenir un assistant sur la session. Donc, c'est comme, ça pourrait être 2 semaines, ça pourrait être 6 mois, ça pourrait être 1 an, à aller passer 20-30 heures au studio avant de pouvoir avoir une chance de faire quoi que ce soit, là. Tandis qu'en post-production, ben, oui, tu vas passer des années à peut-être pas faire exactement ce que tu veux faire. Je sais qu'il y a des studios où tu vas commencer, tu vas faire du montage d'effets sonores de nuit pendant 5 ans. Mais au moins, tu es rémunéré. Tu vas avoir ton 30-40, même 50 heures de job par semaine, mais au moins, tu vas être rémunéré. Tu n'es pas juste en train de te présenter en souhaitant que peut-être la semaine prochaine, tu vas avoir une petite paye qui va rentrer. C'est vrai qu'en le mettant comme ça, c'est vrai qu'on voit la difficulté d'avancer. J'aurais des questions pour toi et Kim. Si Kim peut ouvrir sa caméra. Merci. Hey! J'aurais quelques questions pour vous. On va commencer par la première. Quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face lors du développement de votre projet? Je te laisse la parole en premier. Développement de mon projet, moi, c'est une des choses qui arrive avec le monde du son, autant que de la musique que de la post-production, c'est une question de contact. Fait que moi, j'ai jamais été du genre à me lancer 100% sans savoir que j'avais au moins une certaine sécurité en arrière. Donc, dans mon cas, c'est d'avoir assez de contacts une fois que je me retrouve comme pigiste. Je sais que je ne vais pas nécessairement avoir de la job à côté tout le temps, mais avoir un assez gros réseau que je suis assez confiant que ça peut continuer. Donc, ça, pour moi, ça a été le gros défi. Puis, comme Kim me disait aussi à un moment donné, c'est de l'investissement aussi. Fait que c'était de mettre de l'argent de côté pour planifier le move finalement à tomber à mon compte, de pouvoir investir dans l'équipement que vous ne voyez pas, au fait. Là, tout l'équipement est en avant de moi. Mais c'est ça, c'est d'investir là-dedans. Là. Moi, je reprends. Oui, effectivement, les contacts sont une base, selon moi, dans les entreprises. Pour ma part, ça n'a pas été un défi. J'ai eu d'autres défis, par contre, que je vais vous parler à l'instant, mais je tenais à mentionner que oui, les contacts, c'est vraiment, vraiment important. Moi, c'est la force de mon entreprise, les contacts. C'est la base. Puis, en 2022, on est de plus en plus dans les partages de contacts, on est de plus en plus dans les partenariats. Les entreprises sont de plus en plus construites comme ça. Donc, ils vont se spécialiser dans quelque chose, mais ils vont s'associer avec plein de gens alentour. Puis ces contacts-là vont vous permettre d'optimiser vos services aussi. Et celui des autres. Puis ça nous permet aussi, entre nous, d'optimiser nos entreprises en s'échangeant des clients et optimisant le rendement de chacun.
en s'associant au meilleur, bien, on offre le meilleur à nos clients aussi. Donc, ça les évite aussi à eux de devoir trouver d'autres spécialistes pour combler vos services. Moi, le plus gros défi, ça a été que mon entreprise, en fait, je suis en train de le vivre en ce moment même, ça va trop vite. J'ai trop de clients pour le développement de mon entreprise. Donc, en 1 mois et demi, je suis passée de 3 personnes, on est rendu 15. Puis, j'engage 2 à 3 personnes par semaine. Puis là, si j'ai un autre gros contrat qui rentre, je vais devoir probablement en engager une quinzaine. Donc, je dirais que mon plus gros défi, c'est que ça évolue plus vite. La clientèle, la demande est beaucoup plus grande que l'évolution de l'entreprise. Fait que là, il faut patiner. Donc, de là, d'avoir une belle structure et une belle organisation. Donc, avec mes CRM et tout ça, je vais aller chercher sauver beaucoup de temps, puis éviter les marges d'erreur aussi, puis éviter de courir après les factures. Souvent, la problématique, c'est qu'il y a des clients qui ne nous payent pas, puis de garder un suivi là-dessus, c'est difficile. Mais en ayant un bon système, les envois courriels, les états de compte, les rappels de paiement se font automatiques. Fait que ça nous aide beaucoup à garder un suivi. Puis je vous dis, il y a beaucoup de pertes d'argent avec la facturation ou les erreurs de facturation aussi. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de bien vérifier ça. Donc, moi, c'est là que mes défis sont. Merci beaucoup. Mais vous avez parlé aussi de contact. Donc, encore une fois, je prends encore la mise en situation d'un élève de 15 ans, 16 ans. Puis lui, il rentre dans le marché du travail. Puis, tu sais, il ne sait pas non plus trop vers où c'est peut-être le domaine de la musique ou restauration. Tu sais, où est-ce que tu recherches ces contacts-là? Où est-ce que tu fais ton réseautage? On reste dans le même ordre? On peut. Ouais, ben, regarde, moi, dans le fond, mon parcours, je joue de la musique depuis que j'ai 7 ans. Fait que, tu sais, ça a toujours été là. J'ai eu un petit band, mais rien de super sérieux. On faisait des gigs dans des bars. J'ai grandi dans le coin de Valleyfield. Fait que, tu sais, en arrivant à Montréal, j'avais zéro contact dans quoi que ce soit dans le monde de la télé, de la musique, peu importe. Puis, en faisant des téléphones dans les studios pour essayer de voir, hey, c'est quoi la job, ça a rapport avec quoi, ça fonctionne comment. Puis honnêtement, j'ai rencontré tellement de portes qui sont fermées les clients n'aiment pas ça, on voudrait pas que tu découvres nos trucs ou toutes sortes d'excuses. Là, qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, si je veux m'intéresser vraiment à ça, ça va me prendre probablement au moins un diplôme. Puis idéalement, si je peux aller à une école où est-ce qu'il y a des profs qui ont roulé là-dedans pendant longtemps, eux, ben, ça devient des contacts aussi. Fait que c'est pour ça, moi, je suis allé à l'école de musique technique, dans le fond, dans le but de m'éduquer pour devenir technicien, mais aussi, dans le fond, pour essayer de me ramasser des contacts. Fait qu'au moins, de même, ben, tu peux rentrer tranquillement. C'est sûr, l'idéal, je connais des gens qui sont dans le business depuis 30 ans, puis ils n'ont jamais étudié là-dedans, mais ils connaissaient des gens, ou c'est de famille, ou c'est le classique, là, mais il y a plusieurs façons. C'est juste de voir, un, à quel point tu veux, puis deux, quelle direction tu veux prendre avec ça. Encore une fois, j'appuie ce que tu as dit à la fin. Il y en a qui n'ont pas d'études là-dedans puis qui ont percé. C'est la même chose au niveau de la restauration. Quand tu as les contacts, je vous dirais l'expression apprendre sur le tas, ça peut être autant valable, sinon plus qu'un diplôme. Donc, des fois, c'est peu importe le chemin qu'on choisit, on peut se rendre à Rome, comme on dit. Donc, il y a soit le chemin des études, les certifications, puis encore là, ce n'est pas dit que vous allez trouver quelque chose en sortant, ou il y a le chemin de on commence à la base, on monte, on apprend, et puis on se trouve un mentor qui va nous prendre sur notre aile, qui croit en nous, puis qui va être capable de nous propulser là-dedans, un peu comme je vous disais au début, là, quand je vous ai parlé là, d'amener nos employés à monter dans l'entreprise, puis à cheminer à l'intérieur. Les contacts, pour ma part, je vous dirais, ayez pas peur de parler. Partout où vous allez. Partout où je vais, je parle de mes projets, de ce que je fais, de qui on est, d'être opportuniste. Donc, moi, je dis toujours, pendant que le pessimiste et l'optimiste s'estinent à savoir si le verre d'eau est à moitié plein ou à moitié vide, l'opportuniste l'a déjà bu. Donc, des fois, c'est de ne pas trop se poser de questions puis de saisir les opportunités, d'avoir une certaine confiance en nous et en la vie, puis de ne pas avoir peur, avoir confiance. C'est beaucoup par la confiance que ça passe. Là, je vais me contredire un peu que la connaissance, l'expérience que je mentionnais tantôt, parce que la confiance, ça dégage une certaine sécurité. Les gens vont croire en vous si vous croyez en vous et automatiquement, vous allez vous faire des contacts. Donc, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Des fois, on a peur
de ce qu'ils vont penser ou autre. Dites ce que vous pensez, ayez confiance, parlez au monde. Mes plus gros contacts, je les ai faits dans un line-up à l'épicerie, à la fenêtre du service à l'auto du Starbucks. Attendez pas, cherchez pas nécessairement des contacts dans un bottin ou autre. Faites juste partout ce que vous allez. Que ce soit à la plage, n'importe où, parlez de vos projets, parlez de ce que vous avez envie, puis vous allez rencontrer des gens extraordinaires ou que vous n'auriez jamais pensé, puis mes meilleurs contacts sont vraiment tous là. Ben, je suis tellement d'accord avec ce que vous venez de dire en plus, Luc et Kim, parce que justement, tu sais, des fois, je parle aussi avec des jeunes, puis des fois, ils me disent que, tu sais, des fois, j'ai pas envie trop de parler parce que j'ai pas envie que je n'ai pas l'air trop humble, des affaires comme ça. Puis la citation que tu as justement mentionnée, Kim, je l'avais lue tout à l'heure, justement, puis je dit ça, c'est tellement vrai. Donc, il faut toujours essayer d'avoir toujours les, tu sais, on sait jamais, comme tu as dit, d'aller parler avec quelqu'un, puis il y a une opportunité qui s'est ouverte, justement. Et merci. Oui, on ne sait jamais à qui on a affaire, tu sais. On ne sait jamais c'est qui est devant nous, donc il ne faut jamais le sous-estimer. Puis parler. Vraiment, ayez confiance en vous. Puis juste un point, puis là, je vous le dis, c'est dur pour moi. Normalement, les webinaires, je les comble quand j'en fais de mon côté. Mais tu as parlé d'être humble. C'est important, gang. Être humble, c'est d'être capable de reconnaître ses faiblesses. Mais c'est aussi d'être capable de reconnaître ses forces, ça en quoi on est bon. Et les gens ont tendance à penser qu'être humble, c'est d'être capable de reconnaître ses faiblesses, mais c'est d'être capable de reconnaître les deux. Donc, n'hésitez pas à mettre vos forces de l'avant, soyez fiers de ce que vous êtes. Très bien dit, Kim. On va passer à la deuxième question. Quel serait le point culminant ou l'événement qui vous a marqué, vous permettant de savoir que vous êtes sur la bonne voie? Sur ma nouvelle voie, c'est encore récent, mais je dirais, juste avec le peu de contacts que j'ai tellement déjà beaucoup de travail depuis le mois de janvier que je capote un peu, là, ça va mieux. On assimile, mais ça va. Mais quand j'ai vu la question, j'y pensais, je me dis, ça devient difficile à répondre parce qu'il y a tellement de petites choses qui arrivent qui font qu'à un moment donné, OK, c'est beau, je suis prêt à faire le move. Puis, dans mon cas, moi, un des moments où je me suis dit, ah, OK, c'est beau, je pense que je suis assez bon dans ce que je fais, que je peux passer à l'autre étape. Je travaillais avec un réalisateur qui s'appelle François Girard. C'est un réalisateur oscarisé. Il monte des pièces pour le Metropolitan Opera, toutes sortes de trucs du genre. Puis il m'a lancé à la fin d'une session, juste comme ça, d'un petit peu sur le côté, de comme je pense que tu es prête pour des choses plus grosses que ça. Fait que bonne journée, puis il est parti. Mais c'est comme 6 mois, 1 an plus tard, tu fais comme, hey, tu sais quoi, c'est vrai. Là. Ça va, je suis dans ma bulle, ça roule, mais là, je suis prêt à essayer d'autres choses. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs, comment est-ce que ça fonctionne. Je veux prendre contrôle de ce que je fais aussi, de ma vie. Puis c'est ça, je dirais ça en était vraiment un, mais pas sur le coup, mais vraiment comme par après, en y repensant, je me suis dit, hey, tu sais quoi, c'est vrai. Je pense que je suis prête, là, je peux le faire. Puis on s'essaye, puis on y va. Pour ma part, ce qui me dit que je suis sur la bonne voie, c'est aussi simple que quand je suis en vacances, j'ai hâte de recommencer à travailler. Les gens pensent que les gens travaillent pour avoir une retraite puis faire ce qu'ils aiment. En réalité, c'est travailler à l'envers, ça. Puis là, je le dis, travail, on se fait plusieurs fois. C'est l'inverse. Un travail devrait représenter une passion. On n'a pas la bonne définition de ce qu'est un travail. Quand tu fais ce qui te passionne dans la vie, ce que tu aimes, moi, je dis tout le temps, le monde me dit « Ah, tu prépares ta retraite, tu sais, tes restaurants et tout, tu vends ça. » Je dis « Non, je ne prépare pas ma retraite, je suis déjà à la retraite. » Puis là, le monde sont comme « Ah, mais de quoi tu parles? » La retraite, c'est de faire ce qu'on aime. C'est ça la définition dans notre société, c'est d'arrêter de travailler pour faire ce qu'on aime et penser à soi. Mais quand on fait ce qu'on aime, on se permet de penser à soi. On pense à nous en faisant ce qu'on aime. Donc, automatiquement, moi, je dis toujours, je suis à la retraite. Fait que si vous sentez qu'à chaque matin que vous vous levez, vous n'avez pas l'impression de travailler, vous aimez ça, vous êtes passionné, pour moi, c'est le signe que vous êtes au bon endroit. Si je peux rajouter de quoi à ça, là, avoir une mauvaise job, il n'y a rien de plus stimulant quand tu empognes une bonne job, puis que ça va bien, puis que c'est ce que tu aimes. Parce que tu repenses à ce que tu faisais comme travail avant, puis tu ne veux pas y retourner. La motivation, ouais. Ah, il n'y a pas meilleur que ça. Oh, merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu avais dit aussi, Luc, si je peux revenir à ce que tu avais dit. Que tu sais, même si tu es dans la bonne voie, toujours, on va dire, de petits côtés à droite ou à gauche où tu voudrais bien aussi aller explorer. Donc, c'est de rappeler aussi aux jeunes qu'il n'y a pas seulement une seule voie qui est bonne, mais comme tu as dit aussi, Kim, il y a plusieurs voies qui mènent à Rome.
Exact. On va passer à la troisième question. Avez-vous d'autres projets pour l'avenir? Quels sont vos projets? Bon, ça, en gardant l'ordre. J'en ai deux conjointement là, que je travaille. Un, j'aimerais ça commencer à m'investir un peu au niveau de production des podcasts, des trucs du genre. Puis, toujours un peu dans cette veine-là de production puis de podcasting. Ça fait déjà plusieurs mois que je travaille à monter un cours qui va avoir une différente structure, si on veut, justement pour aider les gens à comprendre le côté plus technique. Je tombe souvent sur des projets qui sont intéressants, mais ça sonne tellement mal ou c'est tellement mal monté que tu ne continues pas d'écouter, puis je trouve ça un peu dommage. Fait que c'est ça. Fait que j'ai un cours qui s'en vient là-dessus, là, plusieurs volets. Il va y avoir un volet un peu plus, sur Zoom, un volet un peu plus classique là, de cours avec des Q&A et tout ça. Là. Fait que ça, c'est ce que je planche dessus quand j'ai des temps libres. Un bon projet. Toi, Kim? Moi, de notre côté, un projet n'attend pas l'autre. J'ai toujours des idées puis des nouveaux projets à chaque semaine. Mon équipe, des fois, sont comme « Ah non, qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore? » Fait que ça n'arrête jamais. Parlant de podcast, on en a un qui s'en vient, nous, chez Resto Coaching. On pourra peut-être en reparler, ça pourrait être intéressant. Et puis, vous voyez, c'est ça, c'est les opportunités. Moi, j'ai compris qu'est-ce qu'elle dit. J'ai fait un lien dans ma tête, 1 + 1 = 2. Oh, il y a de quoi faire. Fait que c'est comme ça, c'est d'être toujours allumé sur les opportunités qui se présentent. Il y en a partout en permanence. Quand on est trop dans notre tête, on ne les voit pas. Fait que c'est d'être capable de rester en mode observation. Et puis, je dirais que mon projet, je ne parlais pas de tous les petits projets que j'ai, ça ne finirait pas, mais mon prochain gros projet, c'est que lorsque Resto Coaching va être stabilisé, mon équipe va être solide puis qu'il va avoir un bon roulement, parce que là, on est vraiment en croissance puis en exponentiation. Comment? Non, ça ne se dit pas, ça? Exponentiel. On est, ouais? Bon, maintenant. Master, on peut inventer n'importe quoi. On va appeler la route, on rajoute ça dans le dictionnaire. Mais expansion. Le mot expansion. Oui, expansion, exact. J'ai comme voulu le modifier un peu, mais c'est comme des nouveaux verbes, ça. On en invente un peu tout le temps. Bref, mon autre projet, c'est que tout ça soit stable et tout. Je veux faire des conférences. Idéalement, à travers le monde, mais clairement, vous avez compris, vous autres, tantôt, que j'ai de l'anglais à apprendre avant. Mais disons que mais je vais y arriver, soyez pas inquiètes. Mais je veux faire des conférences pour aider les gens à créer leur réalité, à réaliser leurs rêves, à prendre la maîtrise de leur vie. Tout passe par la pensée. Donc, c'est la loi de l'attraction, la synchronicité. Donc, je veux faire des conférences pour aider les gens à ralentir le hamster, arrêter d'être contrôlés par leur mental, mais plutôt prendre la maîtrise de l'outil qui est le cerveau et pouvoir réaliser ce qu'ils veulent sans avoir des pensées limitatrices, des fausses croyances, des peurs ou autres qui les arrêtent, parce que c'est ça, en fait, nos pires ennemis. Quand on arrive à maîtriser ça, wow, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Donc, moi, je veux libérer les gens de ça. Puis ce petit hamster-là, c'est lui qui est l'anxiété en permanence là, pour certains. Quand il va trop vite, c'est là qu'il y a de l'anxiété chronique qui embarque. Puis là, on fige, il n'y a plus rien de possible, la vie devient un calvaire. Donc, moi, je veux aider les gens à se libérer de ça. Et puis, rien contre les petites pilules, mais mon but, c'est d'amener les gens à aller plus vers des techniques naturelles que de la médication. Merci. Puis j'avais aussi une question qui m'a échappé. Je me mets encore dans l'âge de 12 à 18 ans, puis sans rentrer dans les détails, vous avez mentionné qu'il fallait quand même avoir un montant pour commencer. Donc, vous, sans rentrer dans les détails encore, je le répète, ce serait quoi le montant minimum qu'un jeune pourrait se dire, OK, je pourrais commencer à partir de ma compagnie? Bonne question. Est-ce que je vous ai piégé? Ouais. Moi, c'est parce que là-dedans, c'est de savoir ce que tu vas offrir pour commencer, puis 2, pas nécessairement te limiter avec ça non plus, je dirais. Tu veux pas arriver, dans mon cas, moi, c'est clair, je n'allais pas m'installer un équipement comme j'avais au studio où je travaillais avant, où juste les haut-parleurs valent aussi cher que ma maison. C'est pas une option, mais il y a façon de s'organiser pour qu'au moins tu puisses offrir un produit convenable, puis tu n'es pas limité dans ce que tu as. Fait que si quelqu'un t'arrive avec une nouvelle offre, « Hey, peux-tu me faire ça en 5.1, justement? » Ben oui, je peux. Je t'ai équipé, je peux te le faire, puis il n'y a pas de problème. Fait que
Tu sais, moi, écoute, c'est de magasiner. C'est sûr que les outils de base, ça, faut pas que tu te gênes pour dépenser de l'argent là-dessus. C'est ta base. C'est avec ça que tu vas commencer, là. Après ça, ben, les haut-parleurs ou la console, ou ça peut toujours être négociable, mais vraiment commencer avec une bonne base solide, un bon software, puis après ça, travailler à partir de là. Pour ma part, je dirais que ça dépend vraiment du type d'entreprise que vous voulez bâtir. Si vous avez besoin d'un local, vous allez avoir des frais fixes de base, tout ça, ça va vous prendre un plus gros montant. Il faut vraiment faire un bon plan de match puis analyser toutes les avenues possibles. Il y en a beaucoup. Autant en subvention, autant en location d'équipement avec possibilité de rachat. Ça va vous créer aussi une économie au niveau de vos fins d'année fiscale quand vous allez mettre vos équipements en location puis avec un achat à la fin du terme. Il y a tellement de possibilités. Le montant dépend vraiment de vers quoi vous voulez aller. Par contre, j'appuie quelque chose que tu as dit en parlant de ton matériel de départ. Ne jamais négliger la qualité du matériel que vous achetez en disant « je vais économiser », ça va vous rattraper, puis je vous le dis, gang, ça va vous revenir pas mal plus cher au bout. Fait que prendre toujours du stock de qualité, même si votre budget est restreint, je vous le dis, vous allez sauver. Mais c'est vraiment peut-être de prendre un entrepreneur, un mentor ou autre, encore une fois, qui va pouvoir vous guider, qui va avoir l'expérience, lui, pour vous donner votre expérience à vous, puis vous donner toutes les pistes de possibilités de solutions. Donc, c'est de ne pas s'en aller comme ça, mais vraiment comme ça, on reste encore une fois dans les opportunités. Et puis, des fois, peut-être d'avoir un partenaire d'affaires, mais là, encore là, c'est un autre sujet parce que ça peut être très délicat. Mais je vous remercie. Donc, tu sais, pour un jeune aussi, tu sais, au moins savoir au moins son budget en tête, puis avoir aussi, tu sais, ses environs assez ouverts pour avoir d'autres possibilités, avoir ses contacts aussi qui sont derrière avec lui, puis aussi, comme vous avez dit, tu sais, avoir une passion. Tu sais, on ne va pas rentrer non plus dans une carrière sans avoir de passion. Mais pour tout ça, pour de vrai, je vous dis merci. Ça m'a ouvert aussi, même à moi-même, beaucoup d'opportunités aussi. Puis, tu sais, savoir aussi où est-ce que je devrais m'emmener aussi. Puis, j'imagine aussi, ça serait la même chose aussi pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, avant de terminer le webinaire, je voudrais savoir si vous avez quelques conseils ou vous voulez avoir une petite note pour terminer. Un de vous, ça ne dérange pas qui. Ah, ben, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Moi, je dirais, ayez confiance en vous. Laissez personne vous imposer leurs limites. Les mots ont beaucoup d'impact, ont beaucoup de pouvoir, mais c'est celui qui les entend qui décide du pouvoir qu'il lui donne. Donc, ne laissez personne vous limiter. Quand vous parlez de vos projets, parlez-en à des aigles. Je dis des aigles parce que les aigles volent haut. Les poules traitent les aigles de fous de vouloir voler. Mais voyons donc, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Ça, c'est un discours de poule. Tenez-vous avec des aigles. L'aigle va dire, tu peux aller encore plus haut. Pourquoi tu restes là? Tu peux aller encore plus haut. Donc, parlez de vos projets à des gens qui vont vous élever, pas à des gens qui vont vous tirer vers le bas. Et si jamais, par malheur, vous avez quelqu'un qui essaie de vous tirer vers le bas, faites-en abstraction. Croyez en vous, tout est possible. Je vous le dis, tout est possible. The sky is the limit. Oh, merci beaucoup, Kim. Moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de mentionner. Ben, nous tenons à remercier Kim et Luc de s'être rejoints à nous aujourd'hui. Nous avons tellement appris sur ce sujet et on pourrait être presque des experts maintenant. Je tiens également à remercier notre partenaire, la Fondation RBC, pour avoir rendu possible la série Carrière. Nous apprécions vraiment cette opportunité d'aider les jeunes Canadiens à démarrer leur cheminement vers la recherche du bon cheminement de carrière. Veuillez remplir le sondage post-événement qui apparaîtra après le webinaire et partagez vos réflexions et vos idées avec nous. Cela nous aide à sécuriser le financement d'autres événements comme celui-ci et garantit également que nous fournissons un contenu utile. Nous apprécions grandement vos commentaires. Notre prochain webinaire s'intitule « Métiers spécialisés et apprentissage » et aura lieu le mercredi 4 mai. N'oubliez pas de vous inscrire. Mais ça sera tout pour aujourd'hui et on se voit pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Luc et Kim. Merci beaucoup. Merci. Merci.